Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, oh mon Dieu? Bonsoir mesdames et messieurs. La régie, est-ce qu'on peut continuer la musique un tout petit peu? C'est notre émission de clôture, on aimerait bien danser un tout petit peu. Bonsoir Elsa. Bonsoir Nanette. Ensemble ce soir pour une émission de clôture. Malheureusement, et oui, avec un pincement au cœur chaque fois. 10 jours se sont écoulés quand même. Bah, on se promet de revenir, c'est déjà ça. Bah oui, on l'espoir. retrouve les téléspectateurs l'année prochaine. Mais cette fois aussi, il y a beaucoup d'invités qui sont très importants, qu'on va avoir le plaisir d'interviewer toi et moi au courant de cette émission. J'ai envie, Nanette, de te parler d'une phrase, d'une citation qui m'a beaucoup plu dans le dernier ouvrage de Kamel Daoud, Meursault contre enquête. Une phrase qui était le choix de l'Orient, justement, on le rappelle au passage. 2014. Et la phrase dit « Une langue se boit et se parle, et un jour, elle vous possède ». C'est beau, hein? À condition qu'elle ne soit pas une langue de bois. Allez, on va rigoler ce soir. Et des langues de bois, on en a eu beaucoup. On a des émissions qui ont sauté à cause de la politique. C'est souvent le cas en politique. Façon quand même de raconter des histoires. Cette année, c'était des mots, des histoires. Et des histoires, on en a à raconter. On en a encore à raconter ce soir, vous comme moi. Et je voulais dire, Nanette, que finalement, c'est beau de savoir qu'une langue nous possède, que ce n'est pas seulement la personne qui possède une langue. Et j'ai l'impression que le français est bien ancré dans le cœur des Libanais, comme le montrent des événements comme ce salon du livre francophone. C'est sûr qu'une langue nous possède, parce qu'elle nous amène à réfléchir dans cette langue. Donc c'est là le processus le plus important. On réfléchit dans une langue, donc quand elle nous possède dans l'esprit. Justement. Voilà. Et là, moi, je vais m'éclipser pour quelques instants pour te laisser avec ton prochain invité et je vous retrouve dans quelques instants. Premier invité, Georgia Marlouf. Aïe, 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 comme je l'aime, même les jours où j'en ai vraiment marre. Georgia Marlouf, bonsoir. Bonsoir. Georgia Marlouf, vous êtes journaliste, correspondante à Paris de l'Orient littéraire et membre fondateur et présidente de Kitabat, une association libanaise pour le développement des ateliers d'écriture. Vous venez de décrocher le prix Léopold Sédar Senghor du premier roman francophone et francophile pour les absents. Que représente pour vous cette première récompense ? Ce n'est pas une première récompense puisque j'avais eu énormément de chance d'avoir d'autres prix. D'ailleurs, le prix Phoenix qui est décerné par le Salon du Livre. Non, mais ce premier grand prix quand même. Alors, c'est vrai que c'est un premier roman et c'est un prix pour un premier roman. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Ça représente beaucoup de choses pour moi parce que c'est vrai que j'avais déjà écrit, comme je le disais, mais le roman reste toujours un défi important pour un écrivain et que pour une première tentative de roman, j'ai déjà eu un prix, c'est extrêmement encourageant pour moi. La sélection de cette année était d'une très grande qualité, donc je suis d'autant plus heureuse d'avoir eu le prix. Et en plus, la personnalité de Léopold Sédar Senghor est une personnalité extrêmement importante pour moi. Donc la part symbolique de ce prix est très, très importante. C'était à la fois un homme politique et un grand écrivain. D'ailleurs, on l'appelait le président poète. Et je crois que tout ce qu'il représente à la fois dans l'univers littéraire, pour la littérature française, mais également tout ce qu'il a apporté à son pays, tout ce qu'il a fait pour la reconstruction d'une république laïque d'ailleurs, ouverte, qui met en avant l'éducation, la culture. Toutes les valeurs que porte cet homme sont des valeurs, je crois, dans lesquelles on peut tout à fait se reconnaître. Les absents, ça aussi, ce sont des valeurs, on va se reconnaître. C'est une série de portraits d'êtres que vous avez côtoyés dans vos deux vies, libanaise et française. Des noms inscrits dans votre carnet d'adresses. Votre livre est subdivisé en deux parties, la partie française et la partie libanaise. Alors, vous parlez de ces absents sur toile de fond de guerre civile. Comment y échapper quand on est auteur libanaise, même si ce n'est toutefois pas le propos de ce roman, vraiment ? Oui, alors bon, je précise que ce n'est pas une autobiographie, c'est vraiment un travail romanesque dans le sens que évidemment, je me suis inspirée de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est pour ça que je dirais volontiers que tout est vrai, mais tout n'est pas autobiographique. Alors le thème toutes ces personnes vous ont inspiré. C'est-à-dire, je me suis inspirée de personnes réelles, je me suis inspirée d'événements réels. C'est pour ça que je dis que tout est réel, mais tout n'est pas autobiographique. Alors évidemment, c'est vrai que c'est le thème de l'absence
qui a été mon thème. Je crois qu'en effet, quand on a connu la guerre, quand on a connu les séparations, quand on a traversé ces années difficiles, on est habité par toutes les séparations qu'on a vécues, que ce soit des séparations dues simplement aux émigrations des uns et des autres, à l'éclatement des familles, mais aussi bien sûr malheureusement à la mort. Donc c'est vrai que c'était avant tout le thème de l'absence et le fait que, en effet, quand on feuillette nos carnets d'adresses, et je crois que c'est une expérience que chacun peut faire, on rencontre tous ces noms de personnes qui ont partagé des choses fortes avec nous et on se dit mais qu'est-ce qui reste de tout ça? Comment est-ce possible d'avoir partagé des choses si importantes et que rien n'en reste? Et j'avais l'image d'essayer de retenir entre ses doigts de l'eau. Et c'est pour ça que ce livre est un hommage aux absents de ma vie, mais de toutes nos vies, nous Libanais. Une des amies à moi qui ont lu et beaucoup aimé ce livre m'ont dit ce n'est pas une autobiographie, mais quand même, si c'est une autobiographie, c'est celle de toute une génération. Georgia Marlouf, ce roman finalement, c'est beaucoup le roman de l'exil, de l'identité, surtout pour nous Libanais qui sentons une appartenance à la France de par notre culture francophone aussi. Absolument. Alors c'est vrai que le volet français du livre est important parce qu'il est l'occasion pour la narratrice de se confronter à cette culture française et ce vécu en France. En fait, elle a baigné dans une culture française, elle lit, elle parle et lit très bien évidemment le français, elle a beaucoup lu de littérature et donc elle croit naïvement que quand elle va arriver en France, elle va se sentir chez elle. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer qu'en France, elle va vivre une autre guerre, entre guillemets. Alors ce n'est plus la guerre des barricades et des francs-tireurs, mais c'est une autre forme de guerre, celle d'arriver à s'intégrer dans un pays qui finalement fonctionne avec des valeurs et une culture qui sont très différentes de la nôtre malgré tout. Et si je devais vous demander l'absence, qu'est-ce que ça représente pour vous? Excusez-moi, pardon. Et si je devais vous demander l'absence, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que nos absents disent de nous beaucoup plus que le présent de nos vies. Donc ça représente certainement une blessure, mais une blessure dont finalement on ne peut jamais être consolé. Georgia Marlouf, merci beaucoup. Merci à vous, Nanette. Ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, 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 ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Sylvie Mouradian, bonsoir. Bonsoir, on commence par Nanette. les dames. Je viendrai vers vous tout à l'heure. Sylvie Mouradian, bribe de rien et de tout. Vous êtes née à Beyrouth, mais vous vous êtes installée définitivement à Paris en 81 et vous avez suivi des études de sciences politiques et de journalisme. Bribe de rien et de tout, aux éditions Noir, Blanc, etc., est un ensemble de petites nouvelles qui se lisent très légèrement. Alors comment sont nées ces bribes? Écoutez, c'est vraiment une histoire de copine en fait, Nanette. Rien qu'une histoire de copine. Qui fait un livre, c'est pas mal. J'ai commencé à publier des petites histoires comme ça, des petits états d'âme sur Facebook. Et puis j'ai des copines qui ont commencé à m'envoyer des messages en me disant, écoute, tu écris super bien, essaye d'en faire plus, c'est vraiment génial, on a envie d'en savoir un peu plus. Et puis il y a Belinda, l'éditrice, qui est tombée dessus. Et qui m'a mis au défi. Oui, Belinda Brahim, je précise au qui est tombée dessus et qui m'a lancé le défi d'en faire quelques-unes suffisamment consistantes, des histoires des tranches de ma vie en fait. Et voilà, c'est né tout simplement comme ça. Des histoires de copines, mais il y a forcément un fil conducteur. Bien sûr, en fait, vous savez, je suis un peu une dilettante, une écrivain dilettante en fait. Voilà, je suis tombée dedans par hasard. Donc ce sont des petites histoires que j'ai écrites qui sont en fait le fil de ma vie, des flashbacks, des instantanés que j'ai essayé de raconter de manière brève, avec nostalgie, mais voilà, des souvenirs qui se sont accrochés à moi entre Paris, Beyrouth, Paris. Alors, pourquoi vous avez choisi d'écrire des nouvelles plutôt qu'un roman abouti carrément? J'ai pas bien entendu. Je sais qu'on m'entend mal ici sur le plateau, il y a tellement de bruit. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire des nouvelles plutôt qu'un roman abouti finalement? Alors, je crois que c'est dû
C'est dû un petit peu à un passé de journaliste, avorté d'ailleurs, parce qu'après je suis partie dans le marketing. Mais c'est aussi dû à un caractère que j'ai qui est dans la... Comment dire, dans l'impatience, voilà. Je raconte vite et je raconte bref et je suis dans la pudeur aussi. Donc voilà, je voulais raconter des petites tranches en fait, des petites tranches de vie, vraiment des morceaux. Et vous allez vous attaquer au roman? Peut-être. Ça m'a donné des ailes en tout cas. Sylvie Mouradian, merci beaucoup. Merci. Et voilà, vous êtes maintenant à l'honneur. Saïd Elias Razal, bonsoir. L'Amoir. Alors vous êtes libano-canadien, vous oscillez entre le roman et la poésie. Pour la petite histoire, vous m'entendez? Je sais que j'avais du mal peut-être à partir de là-bas. Bon, je sais que vos poèmes ont été écrits il y a longtemps. Et vous avez attendu longtemps pour les publier. Pourquoi? Parce que c'est un peu trop. Moi-même, je n'étais pas prêt, c'est tout. Question de temps. Et puis parce que je n'y croyais pas tellement. Vous n'y croyez pas? Alors c'est justement encore une fois l'insistance et la persévérance de Belinda, Oui. qui a eu foi en ses poèmes et puis elle m'a encouragé. Donc j'en ai fait un petit recueil comme ça très rapidement. Et puis voilà, ils ont vu le jour, je suis très content. Voilà. Un verbe acerbe, des mots corrosifs, des mots compliqués qui font que parfois on a du mal à vous suivre, mais je vais commencer par un petit extrait assez expressif de la portée de ce recueil et sur lequel on va peut-être s'arrêter ensemble. Je ne sais pas, j'ai pris au hasard la page 11. Si vous pouviez le lire. Alors, un corps, je vais le lire, un corps sur ton ombre, tache d'oraison, giclée de lucioles, tes jambes illuminées, de chuchotement, taisons-nous. C'est tout petit, juste pour donner une petite idée du genre de poème que vous écrivez. C'est pas facile de vous suivre. Pardon? C'est pas facile de vous suivre. C'est pas difficile, c'est pas facile. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne prétends pas que, sans trop de prétention, bon, c'est pas pour le commun des mortels, bon, c'est assez élitiste, je l'avoue. Mais ce qui est important, c'est que quand j'écris, je n'ai pas le lecteur en tête. Ouais. Je vais vous demander de rapprocher votre micro, on a du mal à vous entendre. Quand j'écris, je n'ai pas le lecteur en tête. Je n'écris pas pour le lecteur. Un lecteur tapis quelque part. J'écris des états d'âme. Mais vous écrivez pour être lu quand même. Si c'est possible, oui. Mais ça nécessite quand même une certaine perception assez glaciale, assez abrupte, assez pragmatique de la vie. Donc... Clairement, votre plume est portée par une certaine puissance, on l'a vu. Quel rapport avez-vous aux mots, à l'écriture en tant que telle? C'est le même rapport proposé par le Kama Sutra, dans toute sa variation. Saïd Elias Razal, merci beaucoup. Je rappelle que votre recueil s'appelle L'Amoir. Merci. Ça fait quelque chose de magique. Y'a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Oh, oh, Dans l'émission spéciale du Salon du Livre, les invités se suivent et ne se ressemblent pas. Avant d'entamer l'entrevue avec Gérard Béjani et son nouveau recueil intitulé Écume, j'aimerais d'abord annoncer le gagnant du prix Phénix. Chaque année au Salon du Livre, nous avons le prix Phénix, le prix littéraire Phénix. Et cette année, l'édition 2014, donc, a comme lauréat le livre de Meïchidja que nous avons eu le plaisir de rencontrer hier, qui s'intitule La télévision mise à nu. Bravo Meïchidja. Gérard Béjani, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir que de vous recevoir sur notre plateau. Votre dernier ouvrage est un recueil. Il s'intitule Écume. Très joli, très poétique. On vous connaît professeur de littérature à l'Université Saint-Joseph, directeur académique de l'Université pour tous, auteur. Mais pour la première fois, on vous découvre poète. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans la poésie?
Alors la poésie, j'ai toujours aimé la poésie et j'ai toujours écrit des poèmes, mais je n'avais pas le courage vraiment de les publier. Je trouvais que d'abord la poésie c'était quelque chose qui n'était pas vraiment lu et donc il y a peut-être une forme de, je ne sais pas, de timidité pour la publication du recueil. Donc j'ai toujours écrit de la poésie, mais c'est la première fois que j'ai eu le courage de publier. Très joli. En fait, comme le dit Georges Malouf dans la préface, ça s'appelle écume, mais ça ne parle pas de plage, de sable fin, de soleil, que de cela. Ça parle de choses beaucoup plus profondes. De quoi parle votre poésie? Initialement, en fait, c'est un recueil. Les poèmes, je les ai écrits au bord de la mer. Donc le titre écume m'est venu de cet emplacement où je me trouvais en écrivant ces poèmes. Il est question quand même de sable, de plage, mais bien entendu derrière ça, il y a quelque chose aussi sur le Liban et sur la perte du Liban que nous aimons, c'est-à-dire un Liban ouvert, un Liban sans guerre, un Liban de paix. Donc il y a des résonances aussi en rapport avec la terre libanaise et la beauté de notre pays. Ce qui est intéressant, c'est que votre ouvrage est aussi accompagné d'illustrations de toiles faites par l'artiste Edgar Mazigi. Donc ça ajoute quelque chose aussi. C'est des tons de bleu qui vont dans toutes les nuances du bleu. C'est très joli. Et j'ai beaucoup aimé une phrase où vous parlez de byblos et dans laquelle vous dites que finalement l'alphabet est né là-bas et que c'est là-bas aussi qu'on voit des écumes. Donc une phrase donc très intéressante. Et pourquoi vous avez choisi de parler de certains endroits du Liban et de pas d'autres? Oui, en fait, pas beaucoup d'endroits. C'est simplement la ville de Byblos envers laquelle j'ai vraiment une grande affection. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et comme vous le dites, Edgar Mazigi, qui est un ami, a aussi de très très belles images qui ont été influencées par le climat méditerranéen, le bleu de la Méditerranée, mais aussi cette ville de Byblos, tout simplement parce que chaque fois que j'avais besoin un peu de respirer et de prendre l'air, je me retrouvais là-bas. C'est une ville qui m'apaise beaucoup et qui pour moi renvoie à tout ce qu'il y a de beau encore au Liban. Moi aussi, j'aime beaucoup cette ville. Et vous dites, seul sur l'alphabet des plages coule l'écume. Oui. Avec ce vers, nous terminons l'entrevue. C'est un recueil à acheter et à lire parce que c'est quelque chose de très touchant et de très profond. Merci beaucoup, Merci, Gérard je suis Bezani. content que vous l'ayez aimé. Merci. Donc, donc avant de passer à la petite pause publicitaire, j'aimerais juste vous poser une petite question. Maintenant, vous allez passer à un roman ou à un autre recueil? En fait, j'ai continué les saisons parce que c'est un recueil pour moi qui parle de l'été. Donc maintenant, j'ai fini le recueil de l'automne et je commence le recueil de l'hiver. Donc on va continuer un peu avec la poésie, au moins pour un an, et ensuite on reviendra au roman. Et est-ce que ce que vous faites à l'université, ça entre dans le même cadre? Quand vous enseignez à vos étudiants la littérature, aimez ce français que vous chérissez, Oui. c'est aussi ça vous inspire, ces jeunes, cette passion aussi des jeunes générations? Oui, bien sûr que ça m'inspire. Et dans mes cours, il y a aussi quand même de la poésie qui ressort. C'est-à-dire que j'aime bien la poésie présente dans la langue et présente à travers la transmission du message. Dans tout ce que vous faites, c'est de la poésie. Merci beaucoup, Merci, Gérard. Elsa, merci. Petite pause publicitaire. Un salon positif, un Liban positif, Positive Lebanon, c'est notre campagne partenaire pour cette émission spéciale du Salon du Livre francophone de Beyrouth. Une campagne qui nous a accompagnés durant ces 10 jours avec ces ondes positives tellement dynamiques et pleines d'énergie et qu'on a découvertes à travers des activités et des initiatives très particulières. Nous allons voir ce reportage pour découvrir une nouvelle initiative positive. Dans Positive Lebanon ce soir, nous allons découvrir une initiative positive et dynamique de plus avec Diane Mhanna. Bonsoir Diane. Bonsoir. Vous avez eu une très bonne idée, celle d'écrire un ouvrage qui s'appelle Losing Touch, Beyrouth des petits métiers. C'est un ouvrage dans lequel vous montrez des artisans de Beyrouth, de la capitale beyroutine. N'en déplaise au dictionnaire où on ne trouve toujours pas l'adjectif beyroutin, on va utiliser toujours cet adjectif-là. Donc, en plein cœur de Beyrouth, vous avez découvert ces artisans qui se cachent un peu partout, dans différents quartiers. Comment vous avez eu l'idée d'abord de braquer la lumière sur ce genre de petits métiers? Alors en fait, le projet a été fait, c'est moi et Marielle Khayat, une amie, et à l'aide d'un photographe, Paul Roja. Donc on était 3 amis qui avons eu envie de réagir face à la disparition de ces petits métiers, de ces artisans qui constituent vraiment le charme de Beyrouth et qui représentent l'âme de cette ville. Et donc l'idée c'était de réagir et de pouvoir garder en mémoire dans un livre donc tous ces artisans, tous ces petits métiers,
et tout ce qu'ils ont à dire pour ne pas qu'ils disparaissent. C'est d'autant plus intéressant que vous êtes jeune vous-même, donc vous avez eu envie donc, de garder cette mémoire du Liban à travers ces photos. Et vous parlez du cordonnier de Marem Khayel, du barbier de Jemaïzé, du couturier de Naba, du blanchisseur de Jaïtaoui et bien d'autres artisans qui sont le vrai visage de notre capitale. Ça a été difficile de les convaincre de parler? Oui, pas tout le temps, mais parfois c'était difficile. Ils étaient un peu sceptiques et méfiants quand ils voyaient des jeunes entrer chez eux dans leur atelier, leur poser des questions. Et parfois d'autres étaient très contents de nous voir intéressés par eux et ils posaient pour des photos, pour les portraits, donc de manière très positive et encourageante. Et l'idée encore plus positive, c'est que non seulement vous avez mis le zoom sur ces personnages-là, mais aussi les recettes de l'ouvrage vont en partie aider ces artisans et les petits commerçants du Liban à travers l'association d'entraide professionnelle. Donc comment ça se passe? Oui, en fait, l'idée était aussi d'aider ces gens, parce que le livre est un répertoire de 50 artisans, mais il y en a plein d'autres dans Beyrouth qu'on n'a pas pu voir tout le monde. Et donc les bénéfices du livre ont été à l'association l'AEP, qui donne des microcrédits à ce genre de travailleurs qui veulent agrandir leur métier, agrandir leur entreprise. Excellent. Et vous continuez, vous comptez continuer la série? On espère faire un nouveau projet, en tout cas tous les trois, parce que le trio a bien fonctionné et qu'on aimerait aussi continuer à faire des projets pour Beyrouth. Et parmi tous ces artisans que vous avez interviewés, est-ce qu'il y a un qui vous a le plus marqué, qui est resté comme ça dans votre mémoire, dans votre cœur? C'est difficile de choisir, mais il y a eu des rencontres très fortes et très intenses. Il y en a qui ont pleuré avec nous, il y en a qui nous ont confié vraiment des petits secrets et des rencontres surtout spontanées qu'on n'avait pas dans notre liste ou dans notre répertoire. Et c'est ça les rencontres qui étaient les plus marquantes. Merci beaucoup et bonne chance à vous et aux deux autres personnes. On attend la suite, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Merci Diane. Donc c'est ainsi qu'une initiative de plus vient s'ajouter à la longue liste des initiatives positives de Positive Lebanon. Et si vous avez des propositions, des suggestions, n'hésitez pas à écrire à tamiraz@tamiraz.com. Comme ça, vos idées positives s'ajouteront à la liste de Positive Lebanon. Au revoir. D'autres activités positives se font aussi dans les écoles. Nous braquons les projecteurs ce soir sur les activités pédagogiques du Collège des 5 heures à travers le Liban. Bonsoir Pascal Mestri, comment allez-vous? Vous êtes professeur de français au Collège des 5 heures à Kfar Ahbab et responsable des classes de première. Les 5 heures participent depuis de très longues années au Salon du livre francophone et chaque fois vous mettez en évidence des activités que vous faites, entre autres des activités pédagogiques. Comme quel genre d'activités vous avez entrepris cette année? Alors en effet, nous participons au Salon du Livre depuis 2008-2009 et le bureau de ressources pédagogiques essaie de mettre en avant le métier de l'édition, d'initier les élèves à ce métier et de publier les textes d'élèves qui sont faits à travers les années. Alors nous participons cette année à travers 15 établissements. Nous avons 65 publications Excellent. Qui sont présentes sur nos stands. C'est toujours des choses de qualité, on le remarque, même des jeux ou bien des ouvrages comme celui-là qui s'appelle Ligne de cristal, qui m'a beaucoup plu. Le titre, je l'ai beaucoup aimé et c'est très intéressant. Vous pouvez nous parler un peu plus de l'idée, du concept? Alors oui, l'année passée, c'était proclamé par l'UNESCO comme étant l'année de la cristallographie. Alors nous avons fait plusieurs travaux sur la cristallographie, entre autres cet ouvrage. Alors nous avons dit cristal, bon ça va avec la science, mais cette fois-ci on va lui donner une autre dimension, une dimension plus littéraire. Donc avec des élèves de première, nous avons trouvé des textes sources d'abord sur la cristallisation. Donc si vous voulez, c'est le coup de foudre, une quarantaine de textes sources sur la cristallisation. C'est magique. Et puis à partir de ces textes-là, on a demandé à nos élèves de première de réécrire les textes. À leur manière, de manière littéraire. De manière à les parodier ou à les pasticher. Excellent. Donc à la manière d'eux ou bien pour s'en moquer. Ils ont réécrit les textes et on a demandé aux élèves de troisième cette fois-ci
de reproduire des toiles connues, des toiles d'auteurs célèbres, selon le même principe. Si nous avions parodié les textes, ils avaient à parodier le Excellent. tableau. Donc le mélange a été fait entre la littérature et l'art. Nous allons passer maintenant à une étudiante, à une élève de terminale des 5 heures Marjayoun. Joyce Labaki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en terminale, vous avez déjà un roman à votre actif qui a été publié aux éditions des 5 heures. Oui. Très joli roman, très touchant, petit, rapide, mais en fait qui se place dans le cœur de la guerre, mais d'une manière très touchante. Oui. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce roman, Joyce? En fait, depuis toute petite, j'écris. J'aime beaucoup écrire. La lecture sont mes passions. Et il y a mon école qui m'a proposé pourquoi pas écrire un roman. Alors je leur ai dit que j'en ai déjà écrit 3. Ils m'ont dit tu dois choisir un pour le publier. Donc j'ai choisi Perce-Neige. Pourquoi Perce-Neige? Parce que je crois que Perce-Neige, c'est très symbolique. Perce-Neige, c'est cette petite fleur qui défie la neige pour fleurir. Qui éclot en premier. Oui. Et moi, je veux être un Perce-Neige. Et nous, les élèves de SSC Marjayoun, nous sommes tous des Perce-Neige parce que nous avons défié la guerre, la peur, pour fleurir et pour briller au milieu de la peur. Très beau message, vraiment. J'espère qu'il va parvenir partout au Liban. Ce sera un message d'espoir et de positivité. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci et bonne chance. Il y a quelques jours, Nanette, ma collègue, a ramené un chien ici au plateau de la MTV au Biel. Moi, j'ai ramené aujourd'hui un chat, mais pas un vrai parce que j'ai horreur des animaux. Un chat qui est le chat de Geluk en arabe, un chat sur papier glacé. Et j'ai le plaisir d'interviewer la traductrice de cet ouvrage. Bonsoir Lara. Bonjour. Lara Dabach, vous avez fait un tour de haute voltige en traduisant un ouvrage aussi difficile que le chat de Geluk. Comment vous avez fait pour le faire passer du français à l'arabe? Oui, c'est vrai, ce n'est pas très évident de traduire cet album, mais je trouve qu'on a eu la chance parce que on avait la permission, on travaillait tous dans cet esprit de pouvoir adapter en fait cet ouvrage, justement, de pouvoir réécrire certains gags. Justement, sortir l'idée principale, parce que le chat, c'est un chat qui est très sarcastique, ironique, qui joue sur l'humour très fin, et donc adapter, c'était, je pense, la meilleure façon de le faire. Donc ça a été édité aux éditions Arcane, et vous avez eu de grandes difficultés par rapport à certains termes, à certains mots, par exemple, lors de la traduction, Lara? C'est pas vraiment les termes. Moi, je trouve, en fait, cette question, on l'a abordée dans la table ronde. Moi, je me demande si parler de difficultés, c'est ce qui rendrait justice le plus à ce texte. Moi, je trouve que il faut, parce qu'il y a cet humour particulier, donc il faut pouvoir le comprendre, pouvoir adopter cette dimension dans laquelle naît cet humour, afin de pouvoir, on l'espère bien, le traduire d'une façon la plus fidèle possible à l'esprit de l'auteur. Et surtout faire sourire le lecteur, c'est ça le plus important, le lecteur arabophone. Donc le chat est devenu Harahir, et ça fait un peu on sent l'éclat de rire dans Harahir, c'est un peu sympathique comme nom déjà, comme titre, et c'est une première mondiale, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'il est traduit en arabe, cet ouvrage. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est une première mondiale. Bravo Lara, c'est vraiment un tour de force. Est-ce qu'il y aura une suite pour les autres albums de Geluk, pour d'autres planches de Le Chat? Espérons. Le travail s'est passé très bien. Moi, je trouve ça a été très agréable, tout le processus de traduction et de collaboration avec toute l'équipe. J'espère bien qu'il y aura une suite. Une suite. Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter que les éditions Arcane sortent également un autre ouvrage en bande dessinée très intéressant. Après le tome 1, l'histoire du Liban en BD. Le tome 1, c'était sur les Phéniciens. Là, on parle de l'époque romaine. C'est très joli pour raconter à nos enfants l'histoire de notre cher pays. Merci Lara. Merci à bientôt. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba
Majdalani, bonsoir. Le micro, tout le monde l'oublie ce soir, je ne sais pas pourquoi. Je rappelle au passage que vous êtes auteur et que l'année dernière, lorsque je vous avais reçu sur ce plateau, vous étiez en lice avec le dernier Seigneur de Mersade pour de grands prix littéraires. Vous avez depuis monté la Maison des Écrivains qui cette année, d'une certaine manière, va prolonger ce salon francophone de Beyrouth. Alors la Maison des Écrivains de Beyrouth a entamé ses premières rencontres il y a un mois à peu près, n'est-ce pas? Oui, absolument, en octobre. Bon. Par ailleurs, la Maison des Écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire et de Paris organise ses prochaines rencontres du 13 au 16 novembre courant à Saint-Nazaire et du 17 au 20 à Paris, autour des villes de Beyrouth et Bogota. Beyrouth qui avait déjà accueilli un auteur colombien en l'occurrence. Absolument, oui. Belle ouverture sur l'espagnol. Oui, espagnole et colombienne et sud-américaine. Oui. En fait, nous avons organisé les rencontres. En fait, c'est la Maison internationale des écrivains à Beyrouth qui a démarré il y a un mois et demi. On a reçu 6 écrivains, dont un écrivain colombien. Et le but, c'était effectivement d'inviter des écrivains du monde à Beyrouth, des écrivains qui parlent toutes les langues du monde, et non pas seulement le français ou l'arabe. Et dans le cadre de ces rencontres, on a évidemment un partenariat avec la Maison des écrivains étrangers et traducteurs à Saint-Nazaire, qui organise des rencontres avec des écrivains libanais et colombiens autour de 2 villes, donc Beyrouth et Bogota. Et d'une certaine manière, autour de ce salon du livre francophone, on avait les rencontres internationales avant, organisées par la Maison des écrivains, et ces rencontres sur la Colombie et le Liban, à Saint-Nazaire et à Paris. Et pour cela, évidemment, il y aura donc des rencontres avec des écrivains libanais à Saint-Nazaire et à Paris. Une anthologie de la littérature libanaise contemporaine a été traduite également pour l'occasion. Oui. Alors cette initiative, c'est aussi peut-être l'écho du thème du salon de l'année dernière qui était centré sur la traduction de manière à permettre à la littérature du monde à s'inviter à Beyrouth, mais aussi d'exporter les écrivains libanais dans le monde. C'est tout à fait ça, oui, absolument. Alors quel serait donc pour vous le bilan que vous pourriez dresser après cette première année ? Le bilan du Salon du Livre ou de la Maison des Écrivains ou des deux? Les deux. Le thème de l'année dernière qui a porté ses fruits et la Maison des Écrivains. Écoutez, l'année dernière, nous avons effectivement lancé la Maison des Écrivains au Salon du Livre. Évidemment. Alors, tout le monde pensait que c'était donc une Maison des Écrivains francophones. Alors on a dit que non, vu les thèmes du Salon francophone de l'année dernière, l'idée c'était de promouvoir la littérature mondiale à Beyrouth, avec au sein de la littérature mondiale les littératures francophones bien entendu. Alors évidemment ça a été un succès puisque nos rencontres d'octobre, c'était juste avant le salon malheureusement, on a essayé de les écarter un petit peu pour permettre que l'année soit émaillée de 2 événements littéraires, nos activités de Maison des Écrivains et le Salon du Livre. Nous on serait en mai et le Salon du Livre traditionnellement fin octobre, demi-novembre, pour qu'on ait 2 grands moments de littérature internationale et française pendant l'année. Donc le bilan est très positif puisque nos rencontres ont été un grand succès. Et le Salon du Livre cette année est encore un grand succès. Donc je pense que c'est la preuve, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que les Libanais continuent à lire et s'intéressent aux livres et à la littérature. Et quels sont les écrivains que vous allez inviter? Vous avez déjà une petite idée pour l'année qui va venir? L'année prochaine, on a beaucoup d'idées. Cette année, on s'y est pris un peu tard, malheureusement. Donc tous les écrivains qui n'ont pas pu venir l'année dernière, peut-être viendront l'année prochaine. Donc ça sera encore une fois des écrivains de l'immigration et des écrivains entre 2 langues. Et on avait envie de faire quelque chose autour des minorités et des questions des rapports conflictuels entre les communautés, notamment en Turquie, avec les communautés alaouites, turques, arméniennes, et donc faire quelque chose autour de ça à cause de l'anniversaire du génocide arménien. Alors à un niveau plus personnel, est-ce qu'un nouveau Chérif Majdalani est sur le point de paraître? J'ai fini un livre qui paraîtra en septembre prochain, donc à la rentrée prochaine en France. Merci beaucoup Chérif Majdalani. Merci à vous. Je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi À présent, nous allons parler d'un beau livre, d'un grand ouvrage qui s'appelle Les vestiges de Saoufar. Donc, c'est un ouvrage qui parle du patrimoine libanais avec Eddy Chouairi. Eddy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et photographe.
Oui, justement, je suis photographe de base, mais j'ai essayé d'écrire un petit peu parce que c'est un livre qui touche directement notre patrimoine. Après le grand succès qu'on a fait l'année passée, toujours au Salon du Livre, sur les Liban sur rail, sur toutes les stations au Liban, et avec le grand succès aussi à Paris. Alors, c'est le tour d'un petit peu de Sofa, surtout sur le château de Donna Maria qui date de 1809. C'est joli. Et en plus, sur l'hôtel, le grand hôtel de Sofa, c'est le premier casino dans le Moyen-Orient qui date de 1892. Vous avez braqué les projecteurs sur ces endroits-là qui ne sont pas très connus par les Libanais eux-mêmes. Justement, même j'ai eu des problèmes à avoir de l'archive, mais grâce à M. Sami Toubia, j'ai eu récupéré la plupart des anciens cartes postales qui datent de la période ottomane même. Et surtout, j'ai eu quelques photos de l'intérieur de l'hôtel des années 50, sans oublier l'archive de l'Orient et le jour, parce que ces deux quotidiens, ils étaient divisés, l'Orient à part et le jour à part. Oui. Excellent, c'est un très bel ouvrage. On s'excuse, on n'a pas beaucoup de temps, mais on voulait juste donc braquer les projecteurs sur cet ouvrage du patrimoine libanais. Merci de votre présence sur notre plateau. Génial. Merci. Nous continuons avec les beaux livres et cette fois un livre très original, un concept très innovateur qui s'appelle le Beyrouth Book avec David Jury. Bonsoir David. Bonsoir Elsa. Vous êtes journaliste, correspondant pour des quotidiens européens, vous enseignez à l'Alba et vous avez vraiment eu un concept très original, vous qui n'êtes pas libanais mais qui a été adopté par le Liban, vous avez été adopté par ce pays depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Ça fait très longtemps que je suis là, oui. Et voilà, avec ce projet-là, avec Beyrouth Book, j'ai voulu un peu rendre la monnaie de sa pièce à la ville. J'ai eu de grands bonheurs dans cette ville et voilà, j'ai voulu donner à travers ça la parole aux gens qui l'aiment ou qui la détestent. Et le livre est en fait une collection de vraies fausses citations sur Beyrouth où on s'est amusé à détourner de vraies citations en mettant le mot Beyrouth dedans. Mais c'est excellent, ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un ouvrage atypique qui reprend un peu les plaques des numéros des rues de Beyrouth, comme votre t-shirt d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup l'identité visuelle de la ville. Autant la ville de Beyrouth est une ville assez laide, autant l'identité visuelle, que ce soit à travers les plaques de numéros ou bien les noms de rues, sont très très belles, ces plaques émaillées. Voilà, donc j'ai repris un petit peu le design de ce qu'on voit dans les rues pour faire le livre, pour faire une série de t-shirts. Voilà, c'est excellent. On s'amuse, quoi. J'adore, j'ai beaucoup aimé deux phrases. Beyrouth, ton soleil illumine mon cœur, et Beyrouth ancré dans mon âme. Oui. Ce sont deux phrases que j'ai beaucoup appréciées. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres que les lecteurs peuvent découvrir par eux-mêmes. Ce sont des messages assez jolis et romantiques, mais il y a aussi beaucoup de messages beaucoup plus violents. Et plus crus. Et en fait, tout le monde va se retrouver dans cet ouvrage parce que on parle de Beyrouth avec passion, avec amour, avec tendresse, avec haine. Même moi-même, d'un matin à l'autre, je peux détester ou adorer cette ville. Donc voilà, c'est le livre. Dilemme entre tous les sentiments et toutes les passions. Absolument. Merci beaucoup David Jury, un très beau livre à offrir. Donc merci pour votre apparition sur notre plateau. Sur la plaza de Barcelone jusqu'à Séville, ils sont là de tous les pays, de toutes les villes. Et déjà sur les gradins, la foule joue le destin du matador. Dans la chapelle de San Ramon, Pablo Miguel allume un ciel. Bonsoir Belinda Brahim. Vous avez signé à l'occasion de ce salon Conte d'un été meurtrier. Mi-récit historique, mi-roman d'amour, ce conte est le fruit d'un accouchement long et difficile. Pourquoi il a été si difficile cet accouchement? Il a été difficile parce qu'il a été rédigé d'une traite en septembre 2006. Et puis je l'avais rangé, je n'avais pas du tout envie de le revoir. Je l'ai ressorti à maintes reprises. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je jugeais qu'il n'était pas vraiment publiable dans l'état où il était. Et puis finalement j'ai remanié ce qu'il fallait. Et l'accouchement a eu lieu 8 ans plus tard. L'été meurtrier, c'est l'été 2006 qui prend d'assaut les Libanais qui croyaient déjà avoir lourdement payé le tribut d'une guerre dûment clôturée. Déjà là, vous installez la toile de fond qui va se colorer d'une histoire d'amour virtuelle puisqu'elle a lieu à distance entre Yasmine à Beyrouth et François à Paris. Est-ce que c'est un roman autobiographique?
Écoutez, à chaque fois que j'écris quelque chose, on me colle tous les personnages à la peau. Bon, le principe, c'est que c'est un roman qui est publié sous le mot roman. Ça laisse mon héroïne, Yasmine, je peux un peu la connaître, quoi. Belinda Brahim, vous êtes à la tête des éditions Noir, Blanc, etc., qui ont changé de nom. Ouais, voilà, nous étions les éditions Noir sur Blanc, donc avec mon associé Jessie, Raphaël Bali. Et nous avons réalisé que les éditions Noir sur Blanc existaient à Lausanne et nous avons changé de nom. Et voilà, ça fait 2 ans que nous sommes sur le marché. Merci beaucoup Belinda Brahim. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que notre édition spéciale du Salon du livre francophone de Beyrouth prend fin. On s'excuse pour la rapidité. On est désolé, mais on est pressé par le temps. Jusqu'à la dernière minute, nous avons tellement d'invités. C'était vraiment un plaisir que de vous accompagner chaque soir. Un grand merci à l'Institut français du Liban, à Marielle Saloum, Antoine Haloupi, à Chakar et à tous les autres qui travaillent en coulisses. Au revoir. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir, Ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Que mon jean allait craquer, quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi? Je vais lui parler? Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais sinon.